Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet entretien vidéo que Mediapart a voulu consacrer à la décision rendue le 6 mai dernier par le parquet de Paris de réclamer, à l'issue de 7 ans d'enquête, le renvoi de 3 des mises en examen de Tarnac devant la justice pour des actes supposés de sabotage commis sur des lignes TGV en 2008. Cette décision, dont on verra qu'elle contient certaines parts d'ubuesque, tant il est désormais établi que le dossier de Tarnac contient nombre des dérives de l'antiterrorisme français, a des implications politiques et judiciaires fortes, non seulement pour les 3 mis en examen, Julien Coupat, Hildune Lévy et Gabriel Allez, mais aussi plus en général, puisque le motif principal, Michel Deléan, qui anime cette émission avec moi et qui est notre spécialiste justice, bonjour Michel, bonjour. Nous l'expliquera, le principal dossier du réquisitoire est un livre publié en 2007, donc ça fait déjà maintenant un petit moment, qui s'appelle L'insurrection qui vient, publié par le Comité Invisible, dont le parquet juge que Julien Coupat en est, sinon l'auteur anonyme, du moins la principale plume. Donc, pour discuter de cette affaire, dans tous les sens du terme, nous avons voulu discuter, j'ose pas dire interroger maintenant Éric Hazan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éditeur de La Fabrique, une maison d'édition qui contient d'ailleurs peut-être d'autres titres susceptibles un jour maintenant d'arriver devant les tribunaux. Est-ce que, comme l'a dit Julien Coupat sur France Inter récemment, vous trouvez aussi les réquisitions du parquet de Paris hilarantes ? Hilarante, je suis moins bien placé que lui pour rire, parce que lui peut rire, puisque finalement, c'est lui qui est en cause. Moi, je ne peux pas rire d'avoir quelqu'un qui est un ami, pas quand même, mis en cause, ça ne me fait pas rire. Maintenant, dans le détail, oui, c'est risible. Parce que finalement, ça montre très bien ce réquisitoire, qui reprend point par point des années de procédures et d'instructions. Ça montre bien qu'au fond, l'antiterrorisme, eh bien, c'est aux mains de gens qui ne savent même pas faire proprement, construire proprement un dossier, quoi. Ce dossier, si le livre, comme vous le dites à juste titre, son texte a été entièrement versé dans le dossier de l'instruction, ce qui n'arrive jamais, si tout est fait autour de ce livre, c'est qu'autour, il n'y a rien. Je pense que c'est un livre en vente à la FNAC, aussi, comme disait Julien Coupat. Ah oui, un livre qui a été... C'est-à-dire qu'on n'avait peut-être pas besoin d'attendre 7 ans d'enquête policière. Un livre qui est paru au printemps 2007 et qui est arrivé sous les feux de la rampe grâce à Alain Boer et Madame Alliot-Marie en novembre 2008, c'est-à-dire plus d'1 an après. Pendant tout un an, il s'est vendu, personne n'y a rien trouvé à redire. Mais finalement, ça leur était nécessaire, ce livre. Ça leur était nécessaire parce que, sinon quoi, c'est-à-dire, ce dossier, c'est là que le réquisitoire a quelque chose de drôle. C'est qu'entre les lignes, il transparaît les contradictions, les mensonges. Tout ça, quand on connaît l'affaire, on les voit en creux. Parce que, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien le dossier, il y a une contradiction totale entre le dossier, le compte-rendu de la police et le compte-rendu de la gendarmerie. Le compte-rendu de la gendarmerie, qui est beaucoup plus court et plus précis, dézingue complètement le réquisitoire de la police. C'est-à-dire que si on prend les lieux et si on prend les horaires, il aurait fallu que la voiture où étaient Julien Coupat et Hildune roule à 240 à l'heure dans des chemins de campagne. La voiture qui le séparait du lieu où il aurait saboté des lignes TGV de son retour. Donc finalement, c'est un dossier qui policièrement est très mal monté et il fallait donc le meubler, sinon un dossier mal monté et sans meubles, ça fait vraiment nu. Donc je pense que c'est pas pour rien que le réquisitoire fait une espèce d'exégèse, là carrément comique, parce que c'est un livre qui est bien écrit, et ce réquisitoire est écrit avec une pioche. Donc ça c'est drôle.
Il fait quand même 138 pages, ce réquisitoire, Michel, à peu près. Oui, enfin, ou un peu plus. 135 pages, oui. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est la synthèse de 7 ans d'enquête policière, puisque c'est plus la police qui a la main dans ce genre d'affaires que le juge d'instruction. Lui, en général, il donne les grandes orientations et la stratégie. En matière d'antiterrorisme, justice et police, qui d'habitude ont toujours un lien, là, ils sont carrément fusionnés dans la procédure antiterroriste. Là, ce qui est étonnant quand on lit ça de près, c'est qu'effectivement, des 15 arrestations de 2008 où on présente ce qui apparaît, d'après Madame Alliot-Marie, comme le grand complot mondial, l'international, de l'ultra-gauche terroriste, etc. On n'arrive plus, entre guillemets, aujourd'hui qu'à 3 personnes renvoyées pour des faits qui sont qualifiés. Alors, la qualification, c'est technique, mais elle est intéressante. Ce n'est plus que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Donc on a enlevé la direction d'une association terroriste, on a enlevé pas mal de choses. Sur les 10 personnes mises en examen, on n'impute plus de faits de terrorisme qu'à 3 personnes. Bon, donc il y a quand même des choses qui sont passées au tamis et qui visiblement ne rentraient pas trop. Et vous qui avez été interrogé comme témoin dans cette procédure, et vous, dont le livre que vous avez édité est quasiment la grande preuve aux yeux des magistrats et des policiers, est-ce que vous avez le sentiment que finalement le ministère de l'Intérieur et la ministre de la Justice de l'époque ont voulu fabriquer du terrorisme pour justifier leur existence et leur politique, ou est-ce qu'on est en face d'autre chose? Non, je pense, si on se remet dans l'ambiance du premier septennat de Sarkozy, c'est 2008, hein, c'est ça, il fallait un ennemi intérieur crédible pour justifier une série de mesures législatives, d'arsenal, etc. Alors, le terrorisme arabo-musulman, il était vieux, hein, le métro, Saint-Michel, tout ça, tout le monde avait oublié. Donc, c'est l'ultra-gauche. Et je pense qu'ils ont dû envoyer des gens, des ex-renseignements généraux, parce que c'est l'époque où les renseignements généraux et la DST sont fusionnés. Ils ont dû envoyer des gens en disant « Trouvez-nous une bonne cible ». Et finalement, cette bande de copains installés à Tarnac, dans une ferme, à l'écart, parmi lesquels il y avait des intellectuels, mais pas seulement, dans un coin rouge. Parce que le maire de Tarnac, c'est un communiste, autant où communiste voulait dire vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est le coin du fameux Guingois. Vous vous souvenez de Guingois, hein, qui avait enterré son fusil en 1940 et qui est entré dans Limoges en 1944 à la tête d'une armée. Donc, tout ça faisait de ce groupe de copains, qui n'était pas encore une bande organisée, ça faisait une cible parfaite. Et puis un jour, quelqu'un a dit, mais au fond, ils ont un ami, ces gens-là, un éditeur. Qu'est-ce qu'il publie, ce type-là? L'insurrection qui vient. Banco. Ça, c'est Alain Boer, notre petit colonel Trinquier à nous, notre théoricien de la contre-insurrection, qui en a acheté 40, qui les a stabilotés et qui est allé voir ça avec tout le monde en disant, voilà, ce livre est dangereux. Ça peut être dangereux, un livre, d'après vous? Glenn Beck, le présentateur vedette de Fox News, la chaîne qui appartient, je crois, à Murdoch, il l'a présenté, la version américaine, il l'a présenté à la télé, en disant « This book is dangerous !» Et ça a fait bondir les ventes de l'édition anglaise. Oui, c'est ça, c'est qu'Alain Boer a contribué au succès de ce qui est devenu quand même un best-seller. C'est oui. le best-seller de la Fabrique. Ah, de loin. De loin. De loin, on en a vendu plus de 50 000, on doit être à 60 000. Merci Alain Boer. Merci Alain Boer, oui. Et là, ça va repartir. Et là, ça va repartir, c'est formidable. Mais plus sérieusement, la procureure adjointe dit, on fait une lecture assez littérale, hein, c'est sûr, elle dit « On ne peut pas avoir dans cet opuscule présenté de façon faussement béate par plusieurs témoins comme un simple livre de philosophie, il faut aussi le voir comme un programme d'action. » Est-ce que c'est absurde ? Parce que c'est quand même quelque chose qui appelle à l'action. Oui, oui. Mais ce n'est pas le seul livre dans la Fabrique qui appelle à l'action. Depuis lors, nous avons publié un livre qui s'appelle toujours « Première mesure révolutionnaire », qui est vraiment un livre qui appelle à l'action. Un autre livre du Comité Invisible qui s'appelle « À nos amis », qui est également un appel à l'action. Et je viens de publier
un livre que j'ai écrit, alors là pour le coup, qui s'appelle La dynamique de la révolte, dont le sous-titre est Sur des insurrections passées et d'autres à venir. Donc, je pense que cette série, qui commence par l'insurrection qui vient et qui se termine par la dynamique de la révolte, elle a beaucoup contribué à acclimater, parce que c'est des livres qui ont bien marché dans l'ensemble, tous, malgré le silence médiatique, Mediapart mis à part. C'est des livres qui ont bien marché et qui ont contribué à acclimater l'idée qu'on ne se sortira pas de l'univers infernal dans lequel nous sommes uniquement par le suffrage universel et qu'il va falloir passer à autre chose. Mais est-ce que on a vu en janvier dernier des manifestations monstres défendant la liberté d'expression? Est-ce que vous avez l'impression que là, on est dans une forme d'atteinte à la liberté d'expression? Et est-ce que, alors on peut le poser de manière beaucoup plus pratique, est-ce que si vous aviez dit, bah, ça c'est un livre, je ne sais pas, marqué philosophie politique, est-ce que ce serait passé? Est-ce que là, il n'y a pas quand même un statut du texte qui est ambigu, sans doute volontairement de votre part, et qui du coup fait que le parquet peut se dire, ah bah voilà, c'est un programme d'action? Ça ne me gêne pas du tout que ce soit un programme d'action. Je pense que c'est vraiment... L'ensemble de ces livres est un programme d'action, c'est clair. Si on nous dit que nous sommes une maison d'édition terroriste, si la définition, qui est très vague hein, du terrorisme, très très vague, si la définition c'est la volonté d'en finir avec l'état de choses existant, oui, nous sommes des terroristes. Mais vous avez été interrogé pendant l'enquête de police. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai été interrogé par un lieutenant de la SDAT qui prétendait avoir été sur les lieux au moment où le TGV est passé, ce qui, je crois, est un mensonge de plus. J'ai été interrogé dans les locaux. C'est les locaux où ils interrogent vraiment les suspects. Il y avait une menotte dans le plancher, cimentée dans le plancher, qu'ils ne m'ont pas mise. Hein. Enfin, il m'a expliqué qu'il fallait, parce que comme ils sont tout seuls avec quelqu'un en face d'eux, quand ils sont en train de taper leur truc, l'homme en question ou la femme en question qui est de l'autre côté peut leur sauter à la figure, alors que là, avec une menotte à la cheville, ça devient plus compliqué. Non, c'était très correct, hein, très très correct, il n'y a eu aucune menace. Ils ont essayé il a essayé, cet homme, de me faire me couper pour me faire couper au sujet de Coupa. Leur truc, c'était qui a écrit l'insurrection qui vient. Alors je leur ai expliqué, je lui ai expliqué ce que c'était qu'un contrat. Et que dans le contrat non écrit, qui me lie toujours au comité invisible, qui me lie toujours, puisque à nos amis, c'est le comité invisible, ce contrat implique que je respecte l'anonymat dont ils veulent absolument qu'il serve de base à leur action littéraire. Et pourquoi tenir à cet anonymat? Personne n'est parfait. Ces amis du comité invisible sont un peu foucaldiens. Et comme vous le savez, je ne vais pas vous apprendre ça, mais il y a une célèbre conférence de Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur, où il explique que finalement c'est très mauvais l'auteur. Enfin, lui, c'est pas gêné pour en être un, mais je crois que c'est quelque chose qui est à la fois viscéral et philosophique. On est collectif et anonyme. Collectif. Tous ces livres sont réellement collectifs. Il ne faut pas croire que Comité Invisible couvre une personne. Oui. Je les connais très bien, je sais qui ils sont, je sais comment ils travaillent ensemble. En même temps, vous ne pouvez pas répondre à ça, mais c'est vrai qu'on a aussi l'impression qu'il y a un peu un secret de polichinelle, là, non? Même s'il y a un contrat, est-ce que certaines personnes ne savent pas qui a vraiment écrit ces livres? Ou autre vous? Non, moi je sais très bien qui les a écrits, mais je pense que ça n'a aucune importance, voilà. Je
pense que c'est une question que ce pauvre juge d'instruction, j'allais dire metteur en scène, ce pauvre juge d'instruction de Fragnoli qui a fini par devenir fou et se dessaisir, ce qui n'arrive jamais, qu'il est obsessionnellement fondé toute son instruction pour essayer de prouver que ce livre était écrit par Julien Coupat, ça prouve l'inanité de l'ensemble de cette procédure. Au-delà de ça, en mettant de côté la question de savoir qui a écrit le livre, est-ce que le livre est vraiment un programme d'action, est-ce que c'est un livre subversif, dangereux, ou qui inciterait au terrorisme, est-ce que votre sentiment, c'est que quand la justice, aujourd'hui, pour des raisons qui lui sont propres, enfile les patins de la police et décide que le fait d'être soupçonné d'avoir participé à des manifestations violentes ou à des réunions ici ou là à l'étranger avec des révolutionnaires et d'avoir peut-être, certains indices le laissent penser, on n'en a pas la preuve, essayé de saboter quelques caténaires sur des voies de TGV, est-ce que ça, pour vous, philosophiquement et en droit, est-ce que ce serait du terrorisme ? Vous avez cité tout à l'heure les termes exacts qu'utilise cette... C'est la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes. En vue de la préparation. En vue de la préparation. Ça, c'est incroyable, ça. On est dans la prédiction. En vue de. C'est-à-dire qu'en vue de, ça peut vouloir dire qu'on va utiliser pour vous inculper les livres que vous lisez, votre bibliothèque, vos copains. Mais quand même, si on était dans un état de droit, il y a longtemps qu'on n'y est plus, dans un état de droit, on Pour vous, on n'est plus juge... dans un état de droit. Non. Parce que... On juge des faits, pas des intentions. Comment peut-on traîner des gens devant un tribunal pour des intentions? C'est invraisemblable. Non, on n'est plus dans un état de droit. Il se trouve que dans ma famille, j'ai un prof de droit, une prof de droit, et elle m'a montré que les juridictions, les institutions que je respectais vaguement, la Cour de cassation, le Conseil d'État, je ne parle pas du Conseil constitutionnel, ça c'est une blague, mais le Conseil d'État et la Cour de cassation, je pensais que c'était des organismes qui suivaient le droit. Ils le suivent quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, ils s'en écartent. Ils rendent des arrêts qui sont contraires au droit. Ils s'assiedent sur le droit, en particulier pour tout ce qui touche au droit des étrangers. Vous vous souvenez qu'en 2009, le président du Conseil général de la Corrèze, entre-temps devenu président de la République, avait pris la défense justement des jeunes de Tarnac. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, le fait que tout ça se déroule comme s'il y avait une continuité tranquille entre la justice de Sarkozy et celle de Hollande? Le catalogue des promesses non tenues de l'actuel président de la République serait aussi long que le réquisitoire en question. C'est vraiment... ça en est une parmi d'autres, parce qu'il avait dit c'est de l'hystérie. Il avait employé ce mot, je crois. Oui, il avait parlé de mémoire d'hystérie sécuritaire ou quelque chose d'équivalent. Il avait dit, mais en fait, oui, il y a continuité. Je pense que la justice, ça ne doit pas se conduire comme une bicyclette, ça doit plutôt se conduire comme un porte-conteneur, quoi. C'est-à-dire, il faut commencer à freiner des années avant. Là, maintenant, c'est très difficile à arrêter. Non, vraiment. Quand il a été élu, vous avez eu le sentiment qu'il pouvait dire ou faire quelque chose? Oui. Vous auriez espéré ou attendu quoi? Je sais bien que Taubira a affirmé, et probablement, honnêtement, et probablement qu'elle le fait, de ne pas influencer, de ne pas donner de directives, de laisser le parquet libre. Bon, enfin, quand même, si elle avait dit, si Hollande avait dit à Taubira, allez, on arrête, et Taubira avait dit, bon, allez, je sais bien, je vous donne pas d'ordre, mais si on arrêtait au fond cette histoire, ça serait pas plus mal. Oui, c'était un scénario vraisemblable. Très vraisemblable. Moi, je pensais que c'est ça. Je pensais qu'il le ferait quand même. Ça aurait été de l'instrumentalisation de la justice. Dépend, si elle avait donné des ordres. Tout dépend si c'est fait de façon publique ou pas. Le ministre de la Justice peut donner des instructions si elles sont publiques et si elles sont assumées. Mais bon, c'est jamais le cas en fait.
Il y a dans le Comité Invisible, et ce sera ma dernière question, vient de publier un autre ouvrage qui s'appelle « À nos amis ». Et il y a une phrase assez intéressante dedans, puisqu'il est écrit « On désigne comme terroristes ceux que l'on s'apprête à frapper ». C'était une réponse anticipée pour vous au réquisitoire du parquet de Paris? Oui, c'est bien. J'avais oublié cette phrase, mais c'est très juste. C'est très juste. L'antiterrorisme, c'est la négation du droit. Donc, on dit que voilà, cela, ça a assez duré. Donc, allez, on instruit, on donne ça, on met ça sur les rails de l'antiterrorisme. Et l'antiterrorisme, c'est non seulement c'est la négation du droit, mais c'est une formidable manière de contrôler la population. C'est un instrument de gouvernement, l'antiterrorisme. D'accord avec ça, Michel, pour finir? Ah, ça ouvre un deuxième débat. Que nous mènerons donc plus tard. Merci beaucoup, Éric Hazan, d'être venu rapidement dans nos locaux pour réagir à cette nouvelle affaire de Tarnac. Le parquet de Paris peut lire aussi une phrase intéressante dans l'insurrection qui vient, où il est écrit « Ces rédacteurs n'en sont pas les auteurs, ils se sont contentés de mettre un peu d'ordre dans les lieux communs de l'époque », qui permettra peut-être de dépasser la question sur l'anonymat ou le non-anonymat de ce livre. Et puis, le parquet de Paris peut aussi se référer à tout un catalogue de la Fabrique où il peut trouver d'autres occasions de vous faire un peu de pub. Oui, nous attendons ça. Merci beaucoup, merci Michel, et à bientôt.